L'invité de France Info ce matin est Virginie Calmels, première vice-présidente des Républicains. Jean-Michel Apathy. Bonjour Virginie Calmels. Bonjour Jean-Michel Apathy. La barbarie islamiste a frappé samedi soir à Paris et les Républicains, dont vous êtes donc la vice-présidente, Virginie Calmels, ont publié hier un communiqué sous la signature de Laurent Wauquiez. Vous y exprimiez votre tristesse, nous la partageons tous, et votre colère. Qu'est-ce qui nourrit votre colère ce matin, Virginie Calmels ? Écoutez Jean-Michel Apathy, d'abord je veux avoir une pensée pour les familles qui sont encore en train d'être dans l'expectative parce qu'il y a des blessés et adresser toute notre compassion aux familles des victimes et évidemment aux familles de la personne décédée. Je veux aussi saluer les forces de l'ordre qui ont été d'une très grande réactivité, qui ont montré leur professionnalisme et je crois que nous sommes fiers de ces forces de l'ordre et qu'il faut leur rendre hommage. Je veux aussi dire que les services de renseignement semblent faire parfaitement leur travail. Et la colère que nous manifestons, c'est peut-être celle-là. C'est celle de se dire qu'au fond, quand vous regardez la succession d'attentats, la France est le pays le plus touché en Europe par ces attentats dont on sent bien la mainmise de l'État islamique. C'est ce qui fomente et c'est ce qui inspire ces attentats. Parce que la France est engagée aussi dans beaucoup de combats et notamment sur le terrain syrien. Oui, mais justement, nous y reviendrons et c'est intéressant de comprendre pourquoi nous sommes le pays peut-être le plus touché. Mais derrière ça, les services de renseignement montrent leur efficacité puisque 60% des actes terroristes qui ont été commis depuis 2015, en fait, l'ont été par des gens qui sont fichés S. Ça veut dire que nos services de renseignement sont en capacité d'identifier des gens qui sont potentiellement radicalisés. Il y a même un fichier qui est plus affiné que le fichier S, qui est le fichier du FSPRT, qui donc nous donne les radicalisés. Et la colère, elle vient de cela. C'est qu'au fond, on voit bien qu'on a des forces de l'ordre qui sont professionnelles, des services de renseignement qui sont professionnels, des identifications de personnes. C'est pas n'importe qui se saisit, certes, d'un couteau de cuisine. C'est quelqu'un qui est radicalisé, qui est surveillé. Et on a le sentiment qu'aujourd'hui, eh bien, le gouvernement, la France, n'a pas pris les mesures, et notamment dans le domaine juridique. L'arsenal juridique que nous avons est celui d'un pays en paix, alors que nous considérons que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre l'État islamique. Nous pensons qu'il faut désigner le mal, ce qui n'est pas fait toujours dans la classe politique. On met un voile pudique, on parle d'attaque, on parle d'agression. Là, on doit désigner le mal et on doit le combattre. Et c'est pour ça que les Républicains ont fait des propositions depuis, on va essayer d'être concret. Voilà, depuis déjà des mois. On n'a pas attendu hier. On va y revenir concrètement, les fichiers S, qu'est-ce qu'on en fait. Avant, je voulais vous faire écouter deux personnalités politiques qui sont intervenues hier et qui ont dit, vous savez, il faut être réaliste. Ces choses-là, on ne peut pas toujours les éviter et nous serons confrontés à l'avenir encore devant de tels actes. D'abord, je vous propose d'écouter Xavier Bertrand, qui est membre de votre famille politique, même s'il n'est plus tout à fait dans votre parti, et qui disait ceci sur Europe 1. Est-ce qu'on est suffisamment protégé? On ne l'est jamais assez, mais il faut aussi avoir l'honnêteté de dire que le risque zéro n'existe pas. Et Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement, disait lui ceci sur RTL. Ceux qui expliquent que par un coup de baguette magique ou par des mesures sorties du chapeau, quand un événement comme celui qui est survenu hier advient, bien suffirait à régler le problème, cela mentent. Il n'y a pas, malheureusement, de moyen d'empêcher ce type d'événement. Il n'y a pas le moyen d'empêcher. Le risque zéro n'existe pas. Est-ce que vous pourriez le dire, ça ? Le risque zéro n'existe pas. Je partage la vision de Xavier Bertrand. Je pense que dans le domaine du terrorisme, évidemment qu'il faut toujours faire preuve d'humilité et que le risque zéro n'existe pas, bien évidemment. Je partage cette vision. C'est pas pour autant que je partage une vision d'immobilisme. Vous savez, je fais pas de la politique depuis très longtemps. Je me suis engagée il y a 4 ans, après 20 ans dans l'entreprise privée. Pourquoi ? Parce que c'est peut-être la naïveté, mais j'espère pas, c'est un idéal, c'est de croire que la politique peut changer le quotidien des gens. Et j'ai du mal à entendre des responsables politiques nous dire, en gros, il va falloir s'habituer, on peut rien faire, on peut pas anticiper, ou finalement ça va se reproduire. Moi, ce qui me choque, c'est qu'on a l'impression qu'on est en train de s'habituer à l'horreur. Non, il n'y a pas à s'habituer à l'horreur. Au contraire, il y a à essayer. Alors bien évidemment que les propositions, c'est pas des propositions sorties du chapeau, comme le dit Benjamin Griveaux, c'est des propositions qui sont réfléchies pour dire, bien sûr, pour dire, attendez, on va pas continuer à compter nos morts, on va pas continuer
continue après 246 morts et plus de 12 attentats à se dire que finalement, dans 3 mois, dans 6 mois, on va continuer. Moi, ce qui me frappe, c'est que c'est un processus qui finalement, et c'est ce qui nous gêne et c'est ce qui nous dérange, c'est qu'en fait, c'est du déjà-vu. Rappelez-vous Marseille. Mais on va rentrer dans le concret. Le jeune homme qui a commis l'attentat samedi soir, donc Khamzat Asimov, il est français. Oui. Il a été naturalisé français. Oui. Il avait 13 ans quand il a été naturalisé français. Alors, qu'est-ce qu'on remet en cause? La naturalisation, il venait de Tchétchénie, on ne donne plus l'asile politique. Quelles conséquences faut-il tirer de cet attentat? Jean-Michel Apathy, d'abord, il y a 2 choses. Vous avez raison de dissocier ceux qui sont français et ceux qui ne le sont pas. Nous avons fait Parlons des Français. Oui, mais c'est important de parler aussi des Français. Des autres, parce Français que fichés, à force de ne pas vouloir traiter le problème des étrangers en situation irrégulière radicalisés, eh bien, on passe à côté aussi de ce que l'on pourrait faire pour les autres. Parce que pourquoi on nous parle d'impuissance, Jean-Michel Apathy? On nous parle d'impuissance parce qu'on nous dit ils sont 19 000. Au FSR, si je finis le raisonnement. Mais Laissez-moi finir mon raisonnement, Jean-Michel Apathy. On nous dit, on ne peut rien faire parce que vous comprenez. Non, mais c'est pas ce que je vous dis, moi. Parce que, laissez-moi finir. Dans les 19 000 fichés au FSPRT, vous en avez déjà 15% qui sont étrangers. Si ceux-là, on les expulsait, ça veut dire qu'on réduit le nombre. On va en parler après. Mais on va en parler je après. vous réponds Celui-là précisément. est français. Je vous réponds précisément. Quand on est un Français radicalisé, on a le droit d'être surveillé plus attentivement, voire, et c'est ce que préconisent les Républicains, dire est-ce qu'il ne faut pas aller sur une rétention administrative en anticipation des gens les plus radicalisés qui seraient prêts à passer éventuellement à l'acte. Et comme on nous dit, on ne peut jamais savoir quand et si ils vont passer à l'acte. Mais on peut aussi se dire que ne rien faire, c'est laisser la possibilité à ces personnes de passer à l'acte. On va détailler tout ça. Excusez-moi, on va peut-être faire une petite pause. Non, justement, comme vous n'y répondez pas, on va préciser, les questions. C'est pas parce qu'il est français qu'il ne peut pas être surveillé. Vous restez avec nous. 8h40, l'essentiel de l'info, Edwige Coupez. Des urnes itinérantes dans les AG, les ateliers ou encore dans les postes d'aiguillage. Les cheminots appelés à se prononcer à partir de 10h et pendant une semaine pour ou contre la réforme de la SNCF. La CFDT cheminot se dit sur France Info espérer 60 à 70% de participation. En dessous, selon elle, ce serait un échec. En parallèle, journée sans train et sans cheminots avec seulement un TGV, un TER et un Transilien sur 3. Intervention des CRS tôt ce matin à l'université de Rennes 2, 30 à 40 étudiants évacués dans le calme. Une intervention réclamée par le président de l'université après plus d'1 mois d'occupation. Les équipes de nettoyage sont en action. Pas de dégradation dans les amphis, mais des tags dans le hall d'entrée. La fac reste fermée aujourd'hui et les examens, normalement, doivent commencer jeudi. Mobilisation des Palestiniens pour protester contre le transfert cet après-midi de l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem, une ville dont ils revendiquent la partie est comme leur capitale. À Gaza, ils appellent à marcher vers la frontière israélienne au risque d'un bain de sang. L'armée israélienne a d'ailleurs doublé ses effectifs. Les bénéfices des grands groupes, 15 fois plus versés aux actionnaires qu'aux salariés en 2016. C'est le constat de l'Oxfam. L'ONG pointe une spécificité française. Les grands groupes du CAC 40, plus généreux que les groupes américains et allemands. Une vision à court terme qui pénalise aussi l'investissement divisé par 2. France Info. Virginie Calmels, première vice-présidente des Républicains et l'invité de France Info ce matin, Jean-Michel Apathy. Il ne s'agit pas de polémiquer, il s'agit d'essayer de comprendre. À Trèbes, depuis Trèbes, les Républicains disent qu'il faut, pour les Français qui commettent des attentats, il faut imaginer une rétention administrative. Est-ce que vous avez travaillé la question? À partir de quand on imagine une rétention administrative? Quels sont les éléments qui peuvent la déclencher? Combien de temps elles doivent durer? Est-ce qu'un juge doit intervenir ou pas? Est-ce que vous allez formaliser cela avec une proposition de loi? Est-ce que vous allez sortir de la phrase générique qui en fait ne dit rien? Non, Jean-Michel Apathy, derrière, effectivement, il y a des personnes qui travaillent notamment aux conséquences constitutionnelles éventuelles, puisque, vous le savez, Emmanuel Macron veut modifier la Constitution, et notamment sur des sujets qui nous paraissent pas si importants que cela, l'introduction d'une dose de proportionnelle, des sujets comme cela. Et nous disons... Ce matin, nous disons, Jean-Michel Apathy, que si le président de la République se saisit d'une modification
modification de la Constitution. Et c'est ce qui est en train de se préparer. Pourquoi ne profitons-nous pas du fait de cette modification de la Constitution pour aller mettre dans la Constitution des sujets qui n'y sont pas aujourd'hui? Pourquoi? Parce que nous sommes en guerre, Jean-Michel Apparti. Concrètement, par exemple, mais il y en a pas mal. Comment dirais-je, le fait de consulter des sites djihadistes. Vous voyez, ça permet de surveiller des personnes et de se dire que si elles vont sur des sites djihadistes, elles sont peut-être justement radicalisées ou prêtes à passer à l'acte. Et bien ça, aujourd'hui... Est-ce qu'on fait de la rétention administrative? Est-ce que vous m'écoutez là? Je vous parle de la consultation de sites djihadistes. On va mettre ça dans la Constitution. Mais pourquoi pas, cher Jean-Michel Apparti? Aujourd'hui, ça a été retoqué par le Conseil constitutionnel. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en France, alors que nous faisons des propositions concrètes d'action, il y a, et une fois encore, un arsenal juridique qui n'est pas adapté. Et donc, vous vous faites retoquer par le Conseil constitutionnel sur une question comme celle-là. Est-ce que vous allez présenter une proposition de loi, précisément? Mais pourquoi pas? Et surtout, mais pourquoi pas? C'est oui ou c'est non? Je vous le dis, en ce moment, des personnes y travaillent. C'est probablement oui. Et derrière, dans le débat sur la réforme de la Constitution... administrativement. C'est compliqué dans une démocratie. C'est compliqué, il faut que le juge intervienne, il faut qu'il y ait des charges. Vous savez que ça existe pour d'autres, notamment pour des gens quand il faut faire des hospitalisations. Ou, bien sûr, mais ça se formalise dans une loi, tout ça. Mais bien sûr. Donc vous y réfléchissez? Mais là, bien sûr, Jean-Michel Apparti, notre objectif... Là, on reste dans les généralités. Non, notre objectif, il est au contraire d'être le plus concret possible, de sortir de l'hystérisation du débat, de sortir des polémiques et à un moment donné d'être très constructif sur... Moi, je ne comprends pas pourquoi... Ça manque de concret. Voilà, c'est quand même assez concret quand on dit qu'on veut effectivement réfléchir au fait de pouvoir procéder à la rétention administrative. Quand on parle d'un délit de haine de la France qui est une capacité à pouvoir expulser. Quand on dit qu'il faut que des fichiers S ou FSRPT soient en situation irrégulière, des étrangers soient reconduits à la frontière, quand on ne veut pas le retour des djihadistes de Syrie ou d'Irak. Êtes-vous certaine de l'efficacité de ces mesures? Des policiers disent attention, c'est pas aussi simple que ça. Ça pourrait même être, si je peux me permettre de finir la question, ça pourrait même être contre-productif. En un mot, avoir un fichier, surveiller des gens, ça permet aussi de surveiller d'autres personnes, etc. etc. Et c'est un travail de renseignement qui est complexe. Cher Bruce Toussaint, je pense que personne n'a la solution idéale. En revanche, ne rien faire aujourd'hui est quand même quelque chose auquel moi je ne peux pas souscrire et on ne peut pas se résigner. On est face à la barbarie. On a fait des propositions. Mais par vous avez exemple, dit tout à l'heure que les services de renseignement étaient très efficaces. Oui, vous avez commencé en disant cela. C'est bien parce qu'il y a un arsenal qui existe. Oui, mais il y en a, et notamment il y en a 4000 qui sont considérés comme très radicalisés. Et nous essayons d'apporter des propositions pour dire sur ces 4000 très radicalisés, est-ce qu'il ne faut pas prendre des décisions? Ça peut être un bracelet électronique, ça peut être de celui-ci ne l'était pas. Celui-là, d'après les spécialistes du renseignement, comme très radicalisé. Oui. Il n'avait pas fait d'actes très précis. Et c'est bien pour cela d'ailleurs. Il était en bas du spectre. C'est pour ça que c'est difficile. Messieurs, si vous êtes en train de m'expliquer qu'en gros il ne faut rien faire, qu'on va continuer à compter nos morts tous les trimestres, qu'après Trèbes et Carcassonne, qu'après Marseille, qui était sur un mode opératoire exactement équivalent, la seule réponse qui a été apportée, c'est la réponse d'Emmanuel Macron, qui est une réponse technocratique, qui a visé au limogeage d'un grand préfet de la République, le préfet Comé, à Marseille. Vous croyez que c'est ça que les Français attendent? Une réponse technocratique où on limoge le préfet des Bouches-du-Rhône, alors qu'in fine, on se rend compte qu'il y a toute une chaîne qui malheureusement ne fonctionne pas aussi bien. Oui, je rends hommage aux forces de l'ordre, oui, je rends hommage aux services de renseignement, mais je vous le redis, notre arsenal juridique ne permet pas aujourd'hui d'expulser, ne permet pas aujourd'hui d'avoir la rétention, ne permet pas aujourd'hui en amont. Nous ne cessons, Jean-Michel Apparti, c'est très concret. La consultation des fichiers djihadistes, c'est concret. Le fait de dire qu'il faut fermer des mosquées salafistes, c'est concret. Mais vous me dites, bien sûr, il n'y en a que 3 qui ont été fermés en France. Vous faites une proposition forte et nous essayons de vous la faire préciser. Et les précisions, pour l'instant, visiblement, vous y travaillez. Je voudrais vous faire entendre Marine Le Pen. Il n'y a pas qu'une seule proposition, Je voudrais vous faire entendre Marine Le Pen ce matin sur Radio Classique. Parce qu'elle part du cas précis de la personne qui a commis l'attentat samedi, et elle remet en cause, donc nous allons l'écouter, le son n'est pas de très bonne qualité, il est au téléphone, elle remet en cause l'idée même du droit d'asile. On écoute la présidente du Front National.
On n'a rien changé à nos critères pour accorder le droit d'asile. On n'a rien changé à nos critères de naturalisation. On se retrouve avec des radicalisés qui ont obtenu la nationalité française après avoir obtenu le statut de réfugié, et cela en quelques années. Cette famille tchétchène avait obtenu un statut de réfugié parce qu'elle était menacée de mort si elle revenait dans son pays. C'est ce que la France fait depuis tout le temps. Et puis, au bout du chemin, voilà que quelqu'un qui a obtenu par le statut de réfugié politique la nationalité française et qui finit comme terroriste. Est-ce qu'il faut revoir toute cette chaîne et en finir ou restreindre considérablement l'asile politique? Quelle est votre préconisation sur ce sujet? D'abord, je rappelle que l'asile politique, c'est 100 000 personnes par an et c'est totalement dévoyé. Donc, évidemment qu'il y a le vrai asile politique. Et puis, attention, au prétexte de l'asile politique, c'est en fait des filières d'immigration illégale. Vous pensez qu'on est dans ce cas-là ? Je ne connais pas assez précisément les raisons. Il est tchétchène, son origine pouvait justifier à l'instant T, effectivement, de lutter contre, et là, d'être dans un statut de réfugié politique. Mais enfin, une fois encore, Jean-Michel Appetit, je vais aller au bout du raisonnement. Notre problème, il est que ces gens-là ne se radicalisent pas. Et comment ils se radicalisent? Ils se radicalisent parce que sur le sol français, nous avons des lieux de culte aujourd'hui en France où vous avez des gens qui prêchent la haine contre la France. Et nous avons des mosquées salafistes. Là aussi, elles sont identifiées. Emmanuel Macron se flattait à la télévision qu'il y en ait 3 qui a été fermées. Mais il y en a plus de 100. Ça veut dire qu'il y en a encore 97 qui sont ouvertes. Ça veut dire qu'on a tout un travail de formation des imams. On a un problème d'accueil d'imams étrangers sur le sol français. Est-ce qu'il faut revenir sur la loi de 1905 pour à la fois permettre que l'État forme des imams et que l'État fabrique des mosquées pour éviter les prières de rue et les lieux incontrôlés? Je suis pour les lieux de culte, je ne suis pas pour le financement par l'État de ces lieux de culte. Donc, ce sont les États étrangers qui financent? Non, nous sommes contre le financement. Oui, mais Jean-Michel Appetit, et là c'est très clair, Maroc, Turquie, si nous voulons Algérie. éviter ces radicalisations, c'est justement que nous ne voulons pas la mainmise des États étrangers sur ni la formation des imams, ni le financement des mosquées. C'est contradictoire. Ce n'est pas contradictoire. Est-ce que si ce n'est pas l'État français qui finance, c'est les États étrangers. C'est assez simple. La question, Jean-Michel Appetit, est est-ce qu'on veut continuer à avoir toujours et davantage sur le sol français de problématiques avec un islamisme radical? La réponse est non. Moi, je suis frappée aussi de ne pas entendre les musulmans modérés après chacun de ces attentats. Donc on voit bien qu'effectivement, il y a une réflexion à mener en France sur cet islam modéré et islam des Lumières, mais on ne les entend pas. Nous attendons aussi que les musulmans aient une parole forte en la matière pour condamner avec véhémence ce qui se passe et aussi pour essayer de montrer qu'il y a une capacité à avoir des imams formés. Moi, je suis pour le prêche en français. Bien sûr que même en français, on peut dire des horreurs, mais ça permettrait au moins de savoir où est le mal et comment le combattre. Vous restez avec nous, 8h51, l'essentiel de l'info, Edwige Coupez. Les accès à la gare Saint-Charles à Marseille bloqués ce matin par des dizaines de cheminots. Une journée sans train avec un TGV, un TER et un Transilien sur 3 et un trafic interrompu entre Paris et la Normandie. Une caténaire sectionnée cette nuit. La CFDT condamne sur France Info une action illégale. La SNCF va porter plainte. Réécouter aléatoirement les appels passés au SAMU. C'est une des pistes évoquées ce matin sur France Info par l'urgentiste Patrick Pelloux avant la rencontre des 2 syndicats du secteur avec la ministre de la Santé. L'objectif est de tirer les leçons de l'affaire Naomi, cette jeune femme morte pour ne pas avoir été prise au sérieux par le SAMU. 2 jours après l'attaque au couteau à Paris, les enquêteurs à la recherche d'éventuels complices du terroriste Ramza Azimov, 20 ans, d'origine tchétchène, fiché S depuis l'été 2016. 3 personnes toujours en garde à vue ce matin, ses parents et un de ses amis interpellés à Strasbourg. Le nom du prochain Premier ministre, sans doute dévoilé dans la journée en Italie. Les populistes du mouvement 5 étoiles et l'extrême droite de la Ligue majoritaire se sont entendus pour gouverner ensemble. Ils doivent être reçus au palais présidentiel pour présenter les détails de cet accord.
France Info. Virginie Calmels, première vice-présidente des Républicains et l'invitée de France Info ce matin. Jean-Michel Apathy. Emmanuel Macron a passé le week-end à Brégançon. Il a fait, par l'intermédiaire des réseaux sociaux, connaître son sentiment, mais il n'est pas intervenu davantage. Certains l'ont regretté et ont trouvé qu'il y avait, de la part du président de la République, un manque de présence ou de réactivité. Est-ce que vous partagez ce sentiment, Virginie Calmels ? Je vous avoue que je suis très interrogative. Je suis étonnée. On voit Emmanuel Macron tout le temps, partout, très actif, très mobilisé, très énergique. Et sur cette question du terrorisme, je le trouve assez étonnamment absent. Comme je vous l'ai dit, En règle générale ou en particulier là ? Globalement, si vous regardez, moi je me rappelle 3 jours avant le premier tour de l'élection présidentielle, rappelez-vous, nous avions aussi connu malheureusement un attentat contre un policier qui a été tué. Champs-Élysées, oui. Oui, absolument, sur les Champs-Élysées. Et il y avait un débat entre les candidats. François Fillon était notre candidat. Il avait, lui, sorti un livre « Vaincre le totalitarisme islamique ». Et Emmanuel Macron a expliqué à la France entière qu'il n'avait pas de plan par rapport au terrorisme, pas de plan d'action. On connaît les conditions dans lesquelles sa campagne a peut-être été précipitée. Il vous semble absent ? Mais c'est bien ça mon sujet. C'est qu'à la limite, en tant que candidat, il n'avait pas de plan. Maintenant, il est chef de l'État depuis 1 an et je n'entends pas, je ne vois pas un véritable plan d'action concret pour faire face à cette menace. Bien sûr que le risque zéro n'existe pas, mais on ne peut pas rester les bras ballants ou les bras croisés. Et ce week-end, sa réaction vous semble en dessous de l'événement ? Je suis étonnée, tout simplement, par le fait d'abord de ne pas désigner clairement le mal. On met sans arrêt un voile pudique, comme si on ne voulait pas expliquer que le problème, c'est l'islamisme radical. Emmanuel Macron a voté, s'est prononcé, il n'a pas voté puisqu'il n'était pas parlementaire, mais s'est prononcé contre la déchéance de nationalité qui était proposée par François Hollande. Emmanuel Macron nous a fait part d'un problème de laïcité radicale. On voit bien que sur ces questions, on n'est pas sur la même longueur d'onde. C'est pas la laïcité qui est radicale dans notre pays, c'est l'islamisme. Et il ne le désigne pas, il ne le nomme pas, il est étonnamment absent. Il n'est pas rentré de Brégançon, ce qui est un peu étonnant. Je n'en connais pas les raisons, mais je note diriez que c'est une faute ? qu'il n'est... Vous savez, je crois qu'il ne faut pas tomber dans cette politique politicienne de qualifier. Je note surtout, pour moi, et Benjamin Grévaud l'exprime très bien, une forme d'impuissance ou d'inaction. Et je pense qu'elle est inquiétante. Pourquoi ? Parce qu'elle se reproduit. Et on a l'impression qu'on a l'horreur, mais qu'on est en train de s'habituer à l'horreur. Alors, on a eu Trèbes et Carcassonne. On a eu, vous vous rendez compte, l'hommage qui a été rendu au colonel Beltrame. C'était un magnifique discours. Mais derrière, il ne se passe rien. Et on attend encore 1 mois et demi derrière un nouvel attentat et il ne se passe rien. Je pense que les Français en ont marre de cet immobilisme et sont en droit d'attendre des propositions concrètes. Nous avons donc longuement parlé de cet attentat qui s'est produit. Nous attendrons aussi peut-être des précisions de votre part parce que peut-être vous en devez aussi des précisions. Nous continuerons, Jean-Michel Apathy, à être force de proposition à essayer de travailler au maximum, mais nous ne sommes pas l'exécutif. Et aujourd'hui, il est nécessaire... On verra donc les précisions des propositions que vous faites. Mais elles sont concrètes quand même. Aborder rapidement un autre sujet, très rapidement, puisque la SNCF aujourd'hui est à nouveau en grève. Une journée très perturbée, très peu de trains aujourd'hui. Est-ce que le gouvernement, d'après vous, vous soutenez la réforme de la SNCF ? Les Républicains l'ont voté à l'Assemblée nationale. Est-ce que le gouvernement doit prendre une initiative, à votre avis, et laquelle, pour essayer de sortir de ce blocage ? Mais on voit bien qu'il y a une impasse. Pourquoi ? Parce que ce qu'attendent sans doute les grévistes, c'est une position du gouvernement pour récupérer tout ou partie de la dette de la SNCF, 46 milliards d'euros. Ça, on a la réponse à la fin du mois. Et nous savons tous que tout ça est une grande partie de bonneteau, puisque l'État, aujourd'hui, la France, est parmi les pires des pays en termes d'endettement. Quand on a 98% de son PIB en dette, malheureusement, on n'a plus aucune marge de manœuvre. Et quand le gouvernement actuel ne baisse pas la dépense publique, continue à augmenter l'impôt, continue à augmenter la CSG, continue à faire pression sur les classes moyennes par la fiscalité, il n'est finalement pas en mesure de toute façon de faire autre chose puisqu'il ne baisse pas la dépense publique. Mais donc ça veut dire une initiative pour sortir du conflit de la SNCF. Être la reprise de la dette, je viens de vous le dire, Jean-Michel Apathy. À la fin du mois, en fait, vous le savez, à la fin du mois, on sait très bien que le gouvernement est coincé. C'est-à-dire que si d'un côté
côté, il dit qu'il reprend une partie de la dette. De toute façon, de l'autre, il se met en situation très compliquée pour atteindre le seuil des 3%. Donc on voit en fait qu'il n'y a plus de marge de manœuvre, faute de baisse de la dépense publique. C'est là-dessus, outre l'immobilisme sur le régalien, que moi je juge négativement le gouvernement. C'est que pas de baisse de la dépense publique égale, c'est toujours les Français qui payent. Et la reprise de la dette de la SNCF conduira à un surcroît d'impôts si l'État ne baisse pas la dépense publique. Donc il ne faut pas la reprendre. Non, c'est pas ce que je dis. Il faut baisser la dépense publique et du coup baisser l'impôt et du coup être en mesure de remettre des entreprises en situation de compétitivité. La SNCF le doit. Elle va s'ouvrir à la concurrence, mais encore faut-il qu'elle ait les marges de manœuvre pour être compétitive. La SNCF, c'est 30% de plus le coût que la Deutsche Bahn et le statut des cheminots ne pèse qu'à hauteur de 7% dans ces 30%. Donc il y a encore un grand chemin à parcourir pour la mettre en situation de compétitivité. Merci beaucoup Virginie Kelmès. Très bonne journée.